Salut, bienvenue à toutes et à tous pour ce tout nouvel épisode de Avec Dessy. Je suis avec mon fidèle acolyte Valentin. Val, comment tu vas ? Salut Flo, bah écoute ça va bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un petit podcast avec Dessy donc un petit Avec Dessy, ouais. Ouais, en plus avec un petit sujet sympa aujourd'hui. Un sujet plutôt sympa, je sens que ça va piquer pour certaines personnes. C'est un sujet qui a divisé beaucoup de gens. Ouais, il y en a qui vont pas être très contents qu'on ait choisi ce sujet, ouais. Ouais, je pense que c'est l'un des sujets qui a le plus divisé les fans de foot ces 10-15 dernières années. On va balancer le sujet tout de suite. Allez. Et si Luis Suarez ne s'était pas pris pour un gardien de but contre le Ghana à la Coupe du Monde 2010 en quart de finale, je pense que c'est un moment qu'on a tous en tête, moment assez fou de ce sport. On reviendra évidemment sur la dualité manque de fair play versus héroïsme patriotique. Mais au-delà de ça, c'est un moment ultra impactant d'une Coupe du Monde qui aurait été finalement Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On a connu mieux. On a connu mieux. Bah, surtout pour l'équipe de France, c'était vraiment compliqué, mais après on a quand même eu. Ouais, là, on n'a pas connu pire pour le coup. On n'a pas connu pire, ouais. Mais on a quand même eu des beaux matchs sur cette Coupe du Monde et notamment ce match sur Uruguay-Ghana qui était qui restera très probablement dans la légende de l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais, exactement. Il y a pas 1000 trucs à retirer, moi je trouve, de cette Coupe du Monde, au-delà des vuvuzela, du but refusé à Frank Lampard et de l'affaire Naïsna. Évidemment, le premier sacre de l'Espagne dans la lignée de l'Euro 2008 avec un jeu assez fantastique, mais que des victoires 1-0. Mais il y a effectivement ce moment, ce quart de finale, Ghana-Uruguay, déjà deux outsiders qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Et ce moment de folie de Luis Suarez, dont on va vous parler. Mais avant de vous présenter un petit peu ce SI et d'imaginer ce qui aurait pu être autrement, ce qui aurait pu être autrement après cette main de Luis Suarez, ou plutôt ses mains, parce que là on est clairement sur un bloc. On est sur un bloc. Ouais, clairement. Là, c'est du volley. Il a vu Jamoran, il s'est dit vas-y je vais bloquer quoi. Ouais, il a dit les deux mains. Allez, on va mettre les deux mêmes. Comme ça sera bien plus efficace. Mais avant ça, du coup, on va vous présenter un petit peu le contexte de ce Ghana-Uruguay qui a eu lieu le 2 juillet 2010 en quart de finale donc de cette Coupe du Monde. Val, l'Uruguay c'est quoi à ce moment-là dans le monde du foot ? C'est paradoxal parce qu'on sait que l'Uruguay est une nation historique du monde du foot, une des nations qui a été sacrée championne du monde plutôt deux fois qu'une. Et plutôt 2 fois qu'une. 4 fois même pour eux selon eux, parce qu'on sait qu'ils considèrent qu'ils ont gagné 4 Coupes du Monde avec leur titre olympique. Avec leur titre olympique. À l'époque où il n'y avait pas de Coupe du Monde. C'est pour ça qu'ils ont 4 étoiles sur leur maillot. Mais officiellement les Coupes du Monde ils en ont quand même gagné que 2. Ils en ont gagné 2. Donc voilà, le paradoxe est là, c'est-à-dire que c'est quand même une nation historique du football, mais qui a vécu une période de creux assez importante, notamment à la fin du XXe siècle. Bah ouais. Et cette Coupe du Monde correspond à un peu à un renouveau de la sélection uruguayenne, notamment portée par son sélectionneur. Oscar Tabarez. Professeur Oscar Tabarez, l'immense Oscar Tabarez. Donc voilà, l'Uruguay est une nation remontante, si on peut dire, j'allais dire montante, mais du coup remontante du football mondial. Tu le disais, il y a ces 2 sacres mondiaux, on ne considère pas les Jeux Olympiques, nous, il y a ces 2 sacres mondiaux, la première Coupe du Monde en 1930, puis 1950 au Brésil, le fameux Maracanã-Sao. Au-delà de ça, il n'y a pas de résultat impactant en Coupe du Monde depuis 1950. Alors je crois qu'ils font quand même une demi en 54, mais grosso modo, à part cette époque des années 50, on n'a plus rien quasiment pour l'Uruguay en Coupe du Monde. Pas grand-chose. Pas de victoire en Copa América depuis 1995. Donc c'est une équipe qui depuis 15 ans est dans une sorte de vraie disette sportive. C'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde précédente en 2006 en Allemagne, qui n'avait pas réussi à décrocher sa qualification. Je crois qu'il s'était fait sortir en barrage. Et en Copa América, les résultats récents, je crois que la Copa América précédente, avant 2010, ça doit être en 2007. Et l'Uruguay fait une demi-finale. Donc pas des résultats au top. Mais tu le disais, effectivement, on a cette nouvelle génération qui arrive, qui dans la lignée d'Oscar Tabarez, donc El Professeur, le sélectionneur mythique uruguayen, va construire une nouvelle génération avec des joueurs fantastiques et va amener cette équipe au très 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 haut niveau continental et même mondial. Et puis on va parler de leur parcours un petit peu plus tard parce qu'il me semble qu'ils ont recroisé le chemin de l'équipe de France en fait, poule. Ouais, on s'en rappelle un petit peu, mais on va d'abord peut-être pas un peu parler du Ghana, non ? On va parler du Ghana, ouais. Savoir ce que c'était cette équipe. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du coup ? Qu'est-ce que c'est que cette équipe du Ghana avant la Coupe du Monde 2010 ? Oui, du coup le Ghana est on le sait que le Ghana est une nation aussi importante dans le football africain. C'est une nation qui a gagné plusieurs CAN dans son histoire. Mais on est un peu un peu comme l'Uruguay d'ailleurs, dans une phase où justement le Ghana n'a pas gagné depuis très longtemps. Depuis 82. Ouais, leur dernière CAN remonte jusqu'à 82. Et pareil, donc une longue période de disette avec des résultats
variable, on peut dire. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que quelques mois avant la Coupe du Monde 2010, il y a déjà une Coupe d'Afrique des Nations, un peu comme cette année d'ailleurs, En Angola. qui a lieu en Angola, ouais, en janvier 2010. Et le Ghana réussit une performance qui est quand même assez intéressante, puisqu'ils vont jusqu'en demi-finale. Jusqu'en finale. Jusqu'en finale Jusqu'en finale, ils sont battre en finale par l'Égypte. Ah oui, d'accord, ok. Ils sont battre en finale par l'Égypte. Ok, bah cool pas. J'ai mal révisé mes fiches. Mais voilà, donc ils vont, ce qui est quand même une performance intéressante, mais toujours cette frustration de pas aller jusqu'au bout des compétitions. Et donc cette Coupe du Monde 2010, ça arrive un petit peu comme euh, une étape supplémentaire dans la progression du Ghana à cette époque-là, qui revient à un premier plan avec une génération qui est assez intéressante. Ouais, tu le disais, leur dernier titre, c'est une CAN en 82. Ils ont remporté 4 CAN dans leur histoire, dont 3 à domicile. Mais depuis 82, il ne se passe rien. Et en fait, il y a un phénomène qui se passe au début des années 2000, c'est qu'il y a une génération qui explose. Il y a une génération qui explose à partir du début des années 2010 avec cette émergence de nouveaux joueurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2001, le Ghana fait une finale de Coupe du Monde U20. Alors je crois qu'ils perdent contre le Brésil en finale. Non, contre l'Argentine, pardon. L'Argentine de Saviola. Ils perdent contre l'Argentine de Saviola en finale de cette Coupe du Monde U20, mais ils tapent avant l'Égypte et le Brésil. Donc ça, c'est une génération qui va être ultra impactante pour le Ghana des années 2000 et notamment en 2010. On retrouve des joueurs qui seront à la Coupe du Monde 2010 dans cette équipe U20 qui fait finale, notamment Michael Essien, John Mensah ou Souli Muntari. Donc il y a cette première jeunesse qui arrive en 2001 et qui va commencer à arriver en sélection nationale. D'un point de vue de la CAN, je crois qu'ils font une demi en 2008 avant la finale, donc en janvier 2010 perdue contre l'Égypte. Et ils ont seulement 2 participations en Coupe du Monde une seule participation en Coupe du Monde avant 2010, c'est en 2006. Donc on voit que cette nouvelle génération qui arrive dans la continuité de 2001 permet à l'équipe nationale d'avoir une première qualification dans une phase finale de Coupe du Monde. Je crois qu'en 2006 d'ailleurs, ils sortent de la phase de poule. Ouais. Ils vont finir en 8e de finale. Bon, ils vont se faire taper par le Brésil 3-0, mais ils sortent d'une poule avec les États-Unis, la République tchèque. Donc plutôt solide pour une première participation. Oui, la République tchèque était alors en fin de cycle, mais qui était la grande République tchèque. De Nedved, Rosicky, donc Barros, on est quand même sur une belle équipe tchèque. Et donc là, on est en 2006. Il y a cette Coupe du Monde qui est plutôt un succès. Et le Ghana va encore se renforcer entre-temps avec l'arrivée d'une deuxième génération qui cette fois-ci va remporter la Coupe du Monde U20 en 2009. Je crois qu'il le remporte cette fois-ci contre le Brésil. Et là, c'est une génération qui va aussi emmener beaucoup de joueurs un an plus tard seulement. Donc beaucoup de jeunes joueurs qui un an plus tard vont aller disputer la Coupe du Monde 2010. Ces joueurs, c'est notamment Jonathan Mensah, parce qu'il y a plusieurs, il y a John Mensah et Jonathan Mensah. André Ayew, Inkoum et Dominique Adilla qui est notamment le ballon d'or de cette Coupe du Monde, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde U20 2009. Ils appelaient ça le ballon d'or Ils appellent ça ballon d'or. Ah, c'est marrant. Que remporte le Ghana au détriment du Brésil, donc cette Coupe du Monde U20 2009. Et entre-temps, il y a aussi d'autres joueurs qui sont sortis, qui ne font ni partie de cette génération 2001 un peu plus expérimentée en 2010, ni de ces très jeunes vainqueurs U20 en 2009, avec notamment Kevin Prince Boateng, qui a alors, je crois, 23 ou 24 ans. Qui est dans la fleur de l'âge. Ouais, Asamoah Gyan. Au niveau footballistique, c'était vraiment la belle période Kevin Prince Boateng. Exactement. Asamoah Gyan qui sort de très belles saisons réussies, de une ou deux très belles saisons réussies. On aurait dû enregistrer Jules qui nous aurait parlé d'Asamoah Gyan au Stade Rennais. Il sort de deux belles saisons. De deux belles saisons. De Jules, c'est qu'il sort de deux belles saisons à Rennes, effectivement. Il y a Denis Sapia aussi, qui a une belle petite carrière en Italie et qui est une vraie référence en Serie A à ce moment-là. Et puis Kwadwo Samora, qu'on a vu ensuite à la Juve, le latéral. Donc il y a une sorte de mix des générations U20 2001, 2009, plus expérimentées, plus jeunes, renforcées par d'autres joueurs. Ce qui fait que le Ghana arrive avec la Coupe du Monde 2010 avec de vraies ambitions. Ouais. Il y a juste une absence dont on n'a pas parlé sur cette Coupe du Monde, c'est l'absence de Michael Essien, qui est la star. Qui est la star, le capitaine. L'ancien de l'Olympique de Lyon, qui est littéralement la star de cette équipe, joueur de Chelsea à l'époque, qui est quasiment à son apogée à ce moment-là, qui est champion d'Angleterre avec Ancelotti un an avant, je crois. Et voilà, il arrive blessé à cette Coupe du Monde et du coup, il participe pas, ce qui est quand même problématique quand c'est ton meilleur joueur, quoi. Donc voilà, cette absence qui est quand même à noter, et ce qui rend aussi la performance ghanéenne encore plus importante, de se dire que même avec leur meilleur joueur, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde. Exactement. Du coup, sur le parcours, on vient de le dire, Michael Essien ne dispute pas la Coupe du Monde 2010, donc le Ghana arrive un petit peu orphelin de sa star, de son capitaine, de son joueur phare.
Mais mine de rien, ils vont sortir d'une poule qui est assez compliquée, qui est assez homogène. Ils vont avoir une victoire contre la Serbie, 1-0 en match. Je crois que c'est le premier match, le match d'ouverture le premier match en tout cas du Ghana, on s'entend. Ils vont faire un nul 1 partout contre l'Australie et ils vont perdre seulement 1-0 contre l'Allemagne, je crois sur un but de Mesut Özil. Et je crois que leur victoire contre la Serbie, pour le coup, elle a arraché vraiment à la 85e sur déjà un penalty d'Asamoah Gyan. d'Asamoah Gyan. Et donc, avec ces 4 points, le Ghana va sortir de sa poule et va ensuite brillamment se qualifier pour les quarts de finale, puisqu'ils vont sortir les États-Unis en prolongation de Clint Dempsey, de Landon Donovan, de Tim Howard. Immense. Et attends, parce que du coup, on refait une dédicace à Jules et de Carlos Bocanegra. C'est vrai. Et de Carlos Bocanegra. Le Ghana bat après prolongation les États-Unis 2-1. Et il y a notamment c'est Asamoah Gyan qui met de but en prolongation. Encore une fois, il est incontournable. Et je me demande si c'est pas lui qui marque aussi en poule contre l'Australie. C'est possible. Je crois qu'il met 3 des 4 buts avant ce quart de finale du Ghana. C'est exactement ça, puisqu'il finit la compétition à 3 buts. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant pour les supporters rennais, c'est que le but en prolongation décisif que met Asamoah Gyan, il prend de vitesse Carlos Bocanegra. Avec qui il jouait du coup. Avec qui il jouait du côté du Roazen Park, qui n'était pas encore le stade le stade de la route de l'Orient. Ouais, sympa. Val, il y a un adversaire du coup au Ghana, c'est l'Uruguay. Quel est le parcours de l'Uruguay? Est-ce qu'on a envie d'en reparler? Ouais, moi j'ai envie. Ouais, on a envie d'en reparler. Ouais, moi j'ai envie. Toi, tu prends un malin plaisir aussi à clasher un petit peu cette équipe de France moribonde à l'époque. Disons que maintenant on peut. On peut. On a passé le drame. C'est plus un tabou. Mais oui, l'Uruguay était. Contrairement à nos amis italiens. Oui, c'est vrai. Ils se sont fait éliminer par la Slovaquie à cette Coupe du Monde. J'aime bien le rappeler. Oui, mais après les Italiens, ils ont pris un petit coup de karma depuis que Materazzi a fait chez Zizou. Oui, c'est ça. Soit ils sont pas, soit ils sont ridicules. Donc, ouais, parce que je te rappelle que la Coupe du Monde 2014, après ils finissent dernier de la poule avec le Costa Rica et l'Uruguay et l'Angleterre. Ouais. Mais le Costa Rica qui finit premier de cette poule, je me suis toujours pas remis moi. Non, jamais. Mais voilà, donc l'Uruguay était dans la poule de la France à cette Coupe du Monde 2010. Et puis ils ont gentiment décidé de nous humilier. De nous humilier. Non, alors c'est qu'une victoire 1-0, mais c'est un nul 0-0. Ah oui, pardon. C'est le premier match. C'est le seul match où on gagne des points. On gagne un point. On gagne un point, ouais. Mais c'est le premier match de cette poule, je crois. Enfin non, le deuxième match de cette poule, puisque l'Afrique du Sud ouvre la Coupe du Monde. Oui, mais le premier match de chacune de ces deux équipes. Exactement. Mais oui, un match 1-0-0 de l'enfer où il se passe rien, à l'image de cette équipe de France où c'était quand même bien fait chier. Ouais, on se rapproche du drame là. Ouais. Et voilà, ça va contribuer. C'est un des matchs qui va contribuer à cette fameuse affaire Anelka, Naïsna, etc. Exactement. Donc en ouverture, il y a ce nul 0-0 contre nos très chers bleus. Ensuite, par contre, ils vont enchaîner 2 victoires. Une victoire éclatante 3-0 contre l'Afrique du Sud, pays hôte. Et une victoire 1-0 contre le Mexique de Chicharito qui eux ne s'en priveront pas d'humilier la France. Oui. Voilà. Enfin, est-ce que c'est vraiment eux qui nous ont humiliés? Non, ou est-ce que c'était on avait besoin de personne. Voilà. On avait déjà des bons acteurs à ce niveau-là. Exactement. Du coup, l'Uruguay termine en tête de son groupe avec 6 points, avec 7 points, 2 victoires, 1 nul. Et en 8ème de finale, l'Uruguay a du coup en tant que premier un tirage plutôt clément puisqu'ils croisent la route de la Corée du Sud. Ils vont gagner 2-1, notamment avec un doublé d'un certain Luis Suarez. D'un certain Luis Suarez qui à ce moment-là est juste sur des statistiques assez folles en championnat, qui joue encore à l'Ajax. On a évoqué un petit peu la composition de cette équipe. Oh non, mais on peut. Ouais, je pense, parce que c'est quand même, il y a quand même un petit effectif sympathique avec 2-3 joueurs de légende, si on peut le dire. Ouais, c'est des joueurs qui en plus sont restés très longtemps en sélection, donc ça va être assez facile. Hein. Non, mais en fait, il y a surtout cette triplette d'attaque qui, quand on regarde 10 ans après, est une triplette assez historique, quoi. Le trio Forlan, Cavani, Suarez, quand tu le prends avec 10 ans de retard, 10 ans plus tard, tu te dis waouh, il y avait quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. D'ailleurs, ils ont fait quelque chose. Ouais. Avec un Cavani à l'époque qui jouait vraiment milieu sur un côté. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une attaque à 2 Suarez Forlan et on disait à Cavani, il est même pas ailier. C'est vraiment, il est milieu sur un côté. Quand on connaît le jeu de tête et le jeu dans la surface de Cavani. Mais bon, à l'époque, c'était un autre joueur aussi du côté de Palerme. On parlait évidemment de Suarez qui sort quand même d'une saison à 55 buts, toutes compétitions confondues avec l'Ajax et l'Uruguay si on mélange les deux stades. Donc c'est une saison absolument folle pour Luis Suarez. Et Forlan qui lui aussi sort de 2 saisons à plus de 35 buts avec l'Atlético Madrid. Donc on est quand même sur une équipe dingue. Et au-delà de ces 3 de devant, même si Cavani à ce moment-là est encore un peu en retrait, c'est quand même un joueur encore c'est pas le joueur qui sort de saison à une quinzaine de buts du côté de Palerme, mais c'est un joueur qui n'est pas encore une star du foot. Il le deviendra un peu plus tard, notamment pour mon petit cœur,
parisien. Mais il y a d'autres joueurs ultra emblématiques. Le capitaine, c'est évidemment l'immense Diego Lugano. Ouais. Qui est Mais moins après, rentré dans mon petit cœur parisien. Après, un petit peu comme d'habitude avec ces équipes sud-américaines, il y a quand même plein de joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Après ça, c'est des joueurs qui ne sont pas restés dans la mémoire du football européen, en tout cas, parce que c'est des joueurs qui souvent évoluent en Amérique du Sud. Donc ils sont moins connus en Europe. Parce qu'à part les noms que tu as cités, peut-être qu'on peut rajouter Fernando Muslera aussi. Ouais, le mythique gardien ouais. uruguayen. Maxi Pereira. Maxi Pereira, c'est vrai, mais après, c'est des joueurs qu'on connaît, pour les suiveurs avisés du football connaissent ces noms, mais après, c'est pas des stars internationales, quoi. Des joueurs comme Fuchile, Victorino, voilà, c'est des joueurs qui. On a un Caceres, Martin Caceres, qui est sur le banc. De l'Uruguay, qui est pas titulaire, donc un Coates aussi qui est passé, moi je m'en souviens, du côté de Liverpool. Walter Gargano. Ouais. Je vois la feuille de match devant moi là. Non, on est sur certains joueurs mythiques et puis d'autres un peu moins illustres qui auront moins marqué l'histoire de la sélection uruguayenne et du football européen, mais en tout cas une équipe très solide et on arrive du coup. Et toujours avec cette fameuse grinta dont on parle partout. Ça l'Uruguay, c'est cette grinta très chère à Antoine Griezmann. Mais Antoine Griezmann est uruguayen, je te rappelle. Ah oui, c'est ça. Il est uruguayen et ghanéen aussi d'ailleurs. C'est ça. Ah oui. C'était ces deux clubs de cœur, ces deux nations de cœur quand il est parti. Il regardait ce match avec des yeux attentionnés. Exactement. Juste, on a oublié un joueur aussi. On disait que Martin Caceres était sur le banc. Il y a un autre défenseur quand même mythique de l'Uruguay qui est sur le banc, qui n'est pas du tout titulaire sur cette Coupe du Monde. C'est le petit Diego Godin. C'est parler d'Antoine Griezmann qui m'y fait penser. Diego Godin est sur le banc. Il est sur le banc. Il est dans le groupe de cette Coupe du Monde 2010. Moi, je l'ai même pas. Mais il n'est pas du tout titulaire. C'est un joueur. C'est pas un joueur phare du tout à ce moment-là de la sélection uruguayenne. Donc on a retracé un petit peu le parcours et le contexte de ces deux sélections, le Ghana d'un côté, l'Uruguay de l'autre, et donc on arrive à ce 2 juillet 2010, ce quart de finale. Ouais, bah forcément une date, ce 2 juillet 2010 qui sera forcément une date historique dans l'histoire du football africain notamment, parce que voilà, c'est une désillusion assez forte, je crois, mais un match assez plaisant, alors très partagé. On finit sur du 1 partout à la fin des 90 minutes. On va peut-être détailler un petit peu plus, mais un match en tout cas assez équilibré en termes d'occasion de but. Pas d'énormes différences et des individualités qui vont se montrer, notamment côté uruguayen, Diego Forlán. Exactement. Juste petit point qui a son importance, il y a un titulaire majeur de l'équipe ghanéenne qui n'est pas là, qui est suspendu pour raison de carton jaune, c'est André Ayou, qui est alors, je ne vais pas me tromper, je pense qu'il n'est même pas encore marseillais, je pense qu'il est prêté par Arles-Avignon. À Arles-Avignon, pardon. Ouais. Je crois qu'il doit jouer à Arles-Avignon, ça va être l'année où André Ayou perce à Arles-Avignon. Mais bref, André Ayou, qui est un élément assez important, titulaire de cette équipe ghanéenne, est suspendu, donc ça a son importance. Mais ça n'empêche pas du tout, effectivement, le Ghana de faire un très très beau match. Les 90 d'ailleurs, ils vont ouvrir le score. Ouais, sur une frappe de Souleymane Muntari. Une frappe de loin du gauche assez belle avec une trajectoire assez bizarre. Muslera est pas complètement. Il n'est pas exempt de tout reproche. Exactement. Mais la trajectoire est bizarre. Alors, petite parenthèse qui a son importance, c'est le fameux Djaboulani. Le ballon, ouais. Le ballon de volée pour du foot. Donc ballon qui fait que flotter, qui a des trajectoires très bizarres. Beaucoup de gardiens ont eu beaucoup de mal avec ce ballon qui était un peu juste comme une sorte de ballon de beach soccer ou de volée, un ballon qui flotte énormément, qui bouge. Alors, en plus, on a des joueurs qui commencent à avoir des techniques de frappe à la Juninho, donc ça renforce ce côté-là. Moi, j'ai aussi un autre souvenir, c'est que c'était parce que j'avais ce ballon et je me souviens aussi, les joueurs à la Coupe du Monde avaient beaucoup de mal à enrouler le ballon. C'est-à-dire que le ballon prenait ses effets à lui sur des trajectoires flottantes, mais il était très compliqué. Et il y a un joueur qui est le seul de toute la compétition à parfaitement réussir à gérer ce ballon, c'est Diego Forlán, qui va égaliser. Donc on parlait de cette frappe de Muntari qui flotte. Donc c'est le but de Muntari, je crois que c'est juste avant la mi-temps, à la 45e, et Forlán au retour des tirs à la 55e minute, met un coup franc incroyable, magnifique, assez complètement excentré et pareil, trajectoire un petit peu bizarre, un peu flottante, mais vraiment bizarre, tu sais, les trucs exactement, la façon de Juninho, le truc qui bouge au dernier moment et le gardien qui est surpris à chaque fois, parce qu'au final le gardien, quand tu regardes le ralenti, il est vraiment pas très loin de l'avoir, le ballon. Non, et c'est juste, elle fait une trajectoire hyper bizarre au dernier moment et elle trompe le gardien. Exactement. Donc du coup on est à un partout au terme des 4 deux buts magnifiques. Deux buts magnifiques. Ce qui rend en plus la dramaturgie de ce match encore plus incroyable, parce que tu l'as peut-être pas précisé, mais quand même dans un stade de 84 000 spectateurs. Alors j'ai regardé, c'est la 3e affluence de cette Coupe du Monde. Ouais, bah voilà. C'est fou. On en reparlera ensuite pour l'impact de l'équipe du Ghana et sur le foot africain.
le Ghana est à ce moment-là évidemment la dernière équipe africaine encore en lice. Tout le peuple sud-africain se met à supporter le Ghana parce que voilà, c'est l'équipe ghanéenne peut écrire l'histoire du foot ghanéen, mais surtout du foot africain. Alors on ne veut pas faire de généralité en disant que tout le continent africain était derrière, parce qu'il y a aussi des rivalités sportives entre certains pays, mais en tout cas en Afrique du Sud, il y a un vrai engouement derrière le Ghana, et même au travers de l'Afrique, il y a quand même un réel engouement pour que cette équipe des Black Stars aille un peu plus loin et soit la première de l'histoire à atteindre les demi-finales. Voilà, mais donc t'as ça, et donc le stade qui est rempli. Tu vas t'en parler tout à l'heure, les vuvuzelas, les buts magnifiques. Donc, tu as toute une dramaturgie autour de ce match-là qui rend le spectacle encore plus incroyable, quoi. Ouais. Et donc, on se dirige une prolongation qui est pour le coup plutôt à l'avantage du Ghana, qui a les plus grosses situations pendant cette prolongation. Mais il bute sur Muslera et sur la défense. On a vraiment un Ghana qui est ultra soudain. On a ces images à chaque fois qu'il y a une mi-temps ou que le match reprend, l'équipe se met en rond, bras dessus, bras dessous. C'est vraiment, il y a une force collective qui se dégage de ce Ghana et aussi une force physique. On les voit vraiment dominer physiquement l'Uruguay qui s'en remet un petit peu à sa grinta et à bien défendre. Et arrive ce moment fatidique. 120e minute et 20 secondes. John Cancel for Ghana with what in all likelihood will be the last kick of the match. Here we go. Boateng's there. Keeper's lost it. Appy is there. Blocked on the line. Blocked on the line again. Has it gone in? Flag goes up. And the officials are going to have to step in here. Well, it's a red card. It's been blocked on the line. Does this mean Ghana have got a penalty with the last kick of the game? Oh, I do not believe it. Oh, cross comes in. It's flicked on by Kevin Prince Boateng. I think John Mensah's there in there. Appy has the shot. It's blocked. I think it's this one here that goes on to handball. Absolutely right. The assistant and the referee got it spot on. It didn't cross the line, but it's a clear handball. Du coup, évidemment, l'arbitre, puisque là on n'est pas du tout sur une main de Dieu, hein, on est sur. Enfin, ça peut être considéré comme une main de Dieu quand même pour les Uruguayens, mais l'arbitre a tout vu. L'arbitre sort le carton rouge pour Luis Suarez, désigne le point de pénalty. On est à la 122e minute. Autant vous dire qu'il n'y a même pas de coup d'envoi derrière. Bah ouais. S'il y a but, c'est terminé. S'il y a pas but, c'est terminé. D'ailleurs, l'arbitre siffle instantanément après le pénalty, qui, on va pas tourner autour du pot, va être manqué du coup. D'où la dramaturgie de ces trucs-là. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas l'histoire, voilà, Samoa Gyan va tenter un penalty, qui va le rater, il va envoyer une prune sur la barre. Ouais, il en a mis 2 quand même depuis le début de la compétition. Ouais. Et celui-là, il envoie une prune sur la barre à la David Trezeguet. Après, là où il est très solide, puisque du coup l'arbitre siffle directement fin de match, donc on arrive toujours à égalité, penalty évidemment. Et le premier tireur du Ghana pour cette séance de penalty va être Samoa Gyan, qui va retourner du coup directement quelques secondes après avoir raté probablement un des penalties les plus historiques de l'histoire du foot. Historique de l'histoire, évidemment. Historique de l'histoire, oui. Bah, non, mais c'est vrai, il faut vraiment insister sur le côté historique de l'histoire. Voilà. Il va y retourner et là, pour le coup, il va le mettre. Ouais, et puis il le met, il le met bien, sans trembler. Hein. Il met une lulu de l'intérieur du pied assez incroyable. Alors, moi, déjà, j'ai un souvenir d'Asamoah Gyan. Ce maillot rayé rouge et jaune qui est magnifique, et Asamoah Gyan qui a le numéro 3, ça, qui est assez particulier pour un attaquant, mais ça fait partie des numéros un peu comme Zidane, le numéro 5. Je me souviendrai toujours d'Asamoah Gyan et de son grand numéro 3. Donc on le dit très solide. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est une source d'inspiration pour Jordan Ayew, mais maintenant Jordan Ayew porte le numéro 3 en club aussi, alors qu'il est attaquant aussi. C'est possible, le petit frère d'André qui lui Jordan n'est pas avec le Ghana, il est encore beaucoup trop jeune, qui n'est pas à la Coupe du Monde 2010, mais effectivement les nerfs solides de Gyan, qui va quand même mettre un penalty parfait à l'intérieur du pied, très fort, lucarne, pour ouvrir la séance de tir au but côté ghanéen. Par contre, côté ghanéen, la séance de tir au but elle est un petit peu plus compliquée. Ça tourne au vinaigre, comme on dit. Ça tourne au vinaigre. John Mensah rate le sien. Ouais. John Mensah qui n'est pas encore lyonnais, je crois. Je pense qu'il était déjà parti. Il était déjà parti. Ouais. Bon, il n'aura pas marqué de toute façon non. Défenseur central plutôt rustron, voilà, on va pas se mentir. Je crois que son penalty il est catastrophique, Exactement. Il est très mal tiré. Là où il a un peu de chance, c'est que Maxi Pereira dans la foulée va rater le sien. J'ai spoilé du coup. Ouais. Mais voilà, Dominique Adia va louper ensuite le sien. Et c'est l'ami Sébastien Abreu. Abreu. Qui va finir avec une magnifique panenka par contre. Ouais. Et sa panenka du gauche, elle est folle parce que... petit bonbon, ouais, la panenka. Surtout sur faut la tenter sur un quart de finale de Coupe du Monde, 5e dernier tireur, penalty de la gagne. Et il racontait que la veille à l'entraînement, il avait raté tous ses penalties dont sa panenka. Donc les bollocks, comme on dit. Ouais, c'est un comme joueur dirait Jacques Monclar.
Il a le short bien rempli. Il a le short bien rempli, Ouais. il a le short bien rempli, et il va donc envoyer l'Uruguay directement en demi-finale. C'est franchement un drame pas possible pour le Ghana, parce que clairement, si Suarez ne met pas la main, le ballon rentre, on est à la 122e minute, il n'y a même pas de coup d'envoi, le match est terminé, ciao, bonsoir, le Ghana est en demi-finale et va croiser la route des Pays-Bas. Donc ça aurait été la première fois de l'histoire qu'une équipe africaine se serait qualifiée qu'une sélection africaine serait qualifiée en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça aurait été complètement fou, et à côté de ça, c'est le drame pas possible. De son côté, il y a Luis Suarez, que je crois quand même qu'il est resté sur le bord du terrain. Ouais, pour assister à la. Alors, il est resté sur le bord du terrain pour Pour le le penalty penalty de de Gian, donc le premier penalty, celui qui est loupé. Après, je sais plus s'il est resté. Je pense qu'il a pas le droit, je crois, de rester. Non, il a si pas le droit. longtemps. Même regarder le penalty, je pense qu'il avait pas le droit, mais Ouais. bon, il est resté. Oui, ils l'ont laissé. De toute façon, c'est clairement évidemment le tournant du match. C'est facile de dire ça, mais moi je me souviens, j'étais devant le match. Au moment où Gian envoie son penalty sur la barre, on sait qu'il y a les tirs au but derrière. Ouais, On se après dit, ça y est, reste la la chance du Ghana, elle est passée. ouais, c'est un peu la loterie après, donc tu te dis ça peut le Bah, faire, mais ça va être Pour chaud. moi, c'est pas la loterie, un Non, aspect c'est mental pas la qui est- loterie, qui est évidemment, ultra mais- prépondérant, et mentalement, l'occasion est partie. Ouais, l'occasion je est vois passée, l'idée. Je vois l'idée, et- je comprends. Mais bon, tu peux le momentum psychologique est inversé, mais tu peux quand même t'en sortir sur une séance de penalty, c'est pas. Ouais. Enfin bref, du coup, on peut, je pense, commencer à envisager les petits what if qu'il y aurait pu avoir si ce match était déroulé autrement. Bah, effectivement, on va passer sur notre avec Dessy, notre what if, parce que là, il y a beaucoup de sel, beaucoup de vinaigre qui se sont déversés, mais il y a surtout beaucoup de scénarios qui auraient pu être complètement différents. Évidemment, il est clair que si le but, si Luis Suarez ne met pas la main et que le but est accordé, le Ghana est en demi-finale. Mais au-delà de ça, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, on le disait en décrivant le cafouillage et cette tête arrêtée par Suarez, si c'est Fousilé qui est devant Suarez qui prend le ballon de la main, c'est Fousilé qui est exclu. Il y a penalty. Admettons, ça change rien pour Gian, il le rate quand même. Qualification de l'Uruguay. Par contre, Suarez est là en demi-finale contre les Pays-Bas. Est-ce que ça change quelque chose pour l'Uruguay et pour cette Coupe du Monde 2010 Ah, pour les Pays-Bas. c'est compliqué à dire, mais on peut supposer que l'Uruguay, avec l'un de ses deux meilleurs joueurs, alors je pourrais dire le meilleur joueur, mais Forlan était à un niveau absolument incroyable sur cette Coupe du Monde, donc on va dire le deuxième meilleur joueur de cette équipe, on peut supposer qu'ils auraient quand même eu d'autres armes offensives pour ce match contre les Pays-Bas. Et donc on aurait pu imaginer un autre scénario. Après là on est vraiment dans la supposition et c'est difficile d'imaginer des scénarios de match différents sur des suppositions. Mais oui, c'est une arme offensive qui manque pour l'Uruguay et pas n'importe laquelle, quoi. Et évidemment, Forlan, c'est le joueur majeur de cette sélection uruguayenne à ce moment-là. Maintenant, on le disait tout à l'heure, Suarez sort d'une saison toute compétition confondue, que ce soit avec l'Uruguay ou avec l'Ajax, à plus de 55 buts. Lui aussi, il fait aussi une très belle compétition. Hein. Je crois qu'il fait, à la fin de la Coupe du Monde, il est à 3 buts et 2 passes décisives. Bon, Forlan est meilleur joueur de la compétition. Ouais, Forlan est meilleur joueur, il met 5 buts, il est co-meilleur buteur avec 3 ou 4 autres joueurs, avec David Villa, Thomas Müller et Schneider, je crois, avec 5 buts. Mais c'est clair pour moi que le Pays-Bas-Uruguay avec Suarez n'est pas du tout la même histoire. Juste un truc, hein, c'est que en demi-finale, les Pays-Bas battent 3-2 l'Uruguay. Alors l'Uruguay revient et souvent est mené 3-1 et revient à 3-2 à la 90e, mais le temps additionnel, il y a plusieurs situations, sans parler forcément d'occasion, mais où les Pays-Bas sont pas forcément ultra sereins. Je me dis qu'avec un Suarez, le scénario aurait peut-être de l'intégralité du match été complètement différent. Et franchement, le match est beaucoup plus serré et je suis pas sûr que les Pays-Bas passent avec autant de facilité. Peut-être qu'ils ne passent pas, peut-être qu'ils passent en prolongation, peut-être qu'ils passent quand même. Oui, puis après tu peux 30 même minutes. imaginer encore plus loin une finale contre l'Espagne. Éventuellement un titre, tu vois, c'est passé. Ouais. Tu peux aller loin dans le what if. Après, c'est clair, c'est juste, ce sera toujours des suppositions par rapport à un scénario qui aurait pu se passer. C'est ça. Mais ouais, si c'est Foutilé, après Foutilé, c'est un super joueur aussi. Ouais, c'est un bon latéral à Non, ce c'est un moment-là, latéral, mais c'est pas lui qui fait la différence. Je pense que tu peux le remplacer. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, il manque d'autres joueurs au-delà de Luis Suarez. Il manque Lodero et il manque surtout Diego Lugano, qui est le capitaine et le C'est surtout déjà le maître de la défense le centrale. truc qu'on a oublié de préciser, c'est que Foutilé était déjà suspendu aussi pour la demi-finale. Ouais. Donc, qu'ils prennent un jaune ou un rouge, en plus, ça aurait pas changé énormément de choses. Non, Mais non. oui, t'as raison, il y a d'autres joueurs en plus qui sont absents. Donc en fait, moi, c'est ce qui me fait dire, au-delà de juste Luis Suarez, je pense que les Pays-Bas auraient beaucoup plus galéré. Encore plus que ce 3-2 qui, mine de rien, est quand même assez serré. Mais je pense que les Pays-Bas passent parce que, au-delà de l'absence de Luis Suarez, il y a quand même Diego Lugano qui est le capitaine de cette défense et le maître, le chef de cette défense, qui est lui aussi absent. Et je pense que c'est un vrai problème. Les Pays-Bas auraient quand même
pu avoir beaucoup plus chaud. On aurait pu imaginer S'il y avait autre, eu un Luis Suarez en demi-finale, si c'était Fusilé qui avait mis la main et non pas Luis Suarez. Puisqu'on parlait de l'Uruguay, Val, cette main de Suarez, elle a un impact sur la sélection uruguayenne dans les années qui suivent. Bah oui, forcément, quand tu fais une demi-finale de Coupe du Monde, on peut dire que tu as créé une certaine dynamique autour d'un groupe qui était en plus assez jeune, tu le disais, qui récolte un petit peu les fruits de 2-3 générations assez incroyables. Et c'est même pas la fin d'une épopée qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être même le milieu, puisque ensuite l'Uruguay enchaîne avec une très belle Copa América 2011 qu'ils vont aller remporter en Argentine, chez le voisin, l'Argentine de Léo Messi en plus. Celle-là, je pense qu'il doit l'avoir un peu à travers Messi, mais c'est pas la seule, mais c'est pas la c'est seule. parti. Même celle-là, elle est un peu corsée. En éliminant quand même l'Argentine au passage devant son public. Bah ouais, forcément. Je crois que c'est à Santa Fe. Le match c'est peut-être pas joué au Monumental ou. Mais voilà, donc pour l'Uruguay, c'est le début d'une génération un peu folle qui arrivera à son apogée justement à cette Copa América 2011. Remporté contre le Paraguay en finale. Ouais, on est quand même sur une. Je crois que l'Argentine et le Brésil se font sortir en quart. Donc le parcours de l'Uruguay de cette Copa América victorieuse en 2011, c'est Argentine en quart, Pérou en demi et victoire contre le Paraguay 3-0 en finale. Bon, là on n'est pas dans le what-if, mais non mais là où je te rejoins, c'est que s'il n'y a pas cette main de Luis Suarez, clairement l'Uruguay n'était pas venu à la Coupe du Monde 2010 avec l'idée de faire un quart de finale ou une demi-finale. Je pense que déjà un quart de finale, techniquement ils étaient très heureux. Le truc c'est qu'affronter le Ghana qui est dans la même situation mais qui a encore moins d'expérience à ce niveau de la compétition, donc en quart de finale, fait que être éliminé contre le Ghana aurait été au final une contre-performance pour l'Uruguay, qui mine de rien est légèrement favori et qui a plus de vécu, qui est une plus grande nation de football. Donc ça aurait été vécu comme une contre-performance ce quart de finale. Donc d'un côté, le passage à cette demi-finale fait que la Coupe du Monde est pleinement réussie. Ils auraient même pu faire mieux, on le disait, si c'est Fusilli qui fait la main et que Suarez est là en demi, ça aurait pu être mieux contre les Pays-Bas. Mais en tout cas, il y a ce côté vraie réussite de cette Coupe du Monde. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont le niveau et ils prennent confiance. Et le groupe se construit autour d'Oscar Tabarez. Et en plus, les joueurs de cette équipe uruguayenne à ce moment-là vont prendre une confiance pas possible, vont tous partir dans les meilleurs clubs au monde et vont continuer à progresser. Et c'est ce qui va mener notamment à cette victoire, tu le disais, en Copa América assez surréaliste 2011 en Argentine. Ça va aussi les mener à faire un quart de finale en Coupe du Monde 2014 et 2018. 2014 où ils sortent notamment d'une poule assez folle. Bah ouais, cette fameuse poule avec le Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie où le Costa Rica est fini premier. Devant l'Uruguay, du coup l'Angleterre et l'Italie se font sortir. Sur le papier c'était en quart 2018, je pense que c'est vraiment la dernière compétition majeure, Coupe du Monde en tout cas, où on a encore cette génération des Cavani, des Suarez. Bon, évidemment Forlan n'est plus là, mais avec Godin, Griezmann, évidemment Antoine Griezmann. Et là, ils vont. Parce qu'il boit du maté. Oui, c'est ça. Là, il adore le maté, donc il est uruguayen. Voilà, en 2 mots. Et du coup, ils vont sortir en 2018 le Portugal en 8e de finale. Et ils vont se faire sortir évidemment par l'équipe de France de pas Antoine Griezmann. Ouais. De Raphaël avec Varane. une Coupe du Monde absolument incroyable d'Edinson Cavani qui se blesse sur le quart de finale contre la France. L'histoire aurait pu. Il y a peut-être un what if à faire là-dessus aussi. Bref, on a fait un peu le tour pour cette équipe uruguayenne sur ce qui aurait pu être différent. Où clairement ils prennent une confiance avec cette demi-finale de Coupe du Monde qui les accompagne pour les compétitions suivantes et pour quasiment en fait l'intégralité de la décennie. Ouais, quasiment. Bah ça c'est vraiment la construction. On peut peut-être enchaîner avec lui d'ailleurs, mais c'est vraiment l'histoire d'Oscar Tabarez et on peut se demander qu'aurait été Oscar Tabarez s'il n'y avait pas eu cette performance en Coupe du Monde. Alors Oscar Tabarez c'est un immense entraîneur, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats qu'il a eu. Et au-delà même j'avais fait une chronique il y a pas longtemps dans Poteau Carré sur Oscar Tabarez quand il a pris sa retraite justement. Au-delà des résultats, c'est un homme qui a inspiré toute une génération et qui est fondamental dans l'histoire même de l'Uruguay, que ce soit en termes d'éducation, l'image qui rend bien au-delà du football. Bien au-delà du football, oui, c'est ça que je veux dire. Il y avait eu cette phrase notamment à la fin de la Coupe du Monde pendant laquelle il militait pour plus de budget pour l'éducation, etc. Qui était voilà, c'est un mec qui est vraiment très engagé et c'est une immense personne au-delà du simple football. Donc ça, c'est pas à minimiser et peu importe le résultat contre l'Uruguay, contre le Ghana, sa carrière a été immense, mais
Là, alors, il y a pas une ligne à son palmarès parce qu'il n'y a pas de victoire au bout, mais presque. Presque. On peut quasiment Une demi-finale considérer ça. avec l'Uruguay à ce moment-là, avec un groupe qui est encore assez Ouais. jeune, où il n'y a pas de vraie star à part Diego Forlan. Et puis c'est ce qu'on disait, en fait, la ligne à son palmarès, elle arrive l'année suivante. Ouais. Donc c'est la continuité de ce truc-là. Il y a un truc qui s'est construit. Et lui, il vient seulement d'être limogé, c'est pour ça que tu avais fait une chronique. Donc lui aussi, il a Ouais. accompagné tout ce groupe Non, pendant on toute dit une pas qu'il a décennie. été limogé. Il est parti. C'est trop dur. Il est parti. Ouais. Il est parti, on va dire ça. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où lui aussi a accompagné ce groupe pendant plus d'une décennie, grâce notamment à cette demi-finale et à cet arrêt de Suarez sur sa ligne. Exactement. Mais voilà, immense entraîneur, et même s'il a été pas mal critiqué à la fin de son parcours avec l'Uruguay parce que le jeu proposé était vraiment pas très intéressant, ça reste un grand monsieur de ce sport. Il y a Oscar Tabarez qui est le professeur, donc le sélectionneur de cette équipe qui est ultra important et qui construit cette équipe notamment sur cette demi-finale. Il y a des joueurs majeurs de cette équipe uruguayenne. Il y en a 3-4 dont j'aimerais vous parler, qui ont eu une carrière ensuite qui a beaucoup changé après cette Coupe du Monde 2010. Il y en a un que j'ai pas noté, Val, dans mes petites anti-sèches, mais je viens d'y penser. Je suis pas sûr que si l'Uruguay fait cette demi-finale complètement folle en 2010 avec comme capitaine Diego Lugano, capitaine de cette défense et capitaine de cette équipe, qui vont ensuite gagner la Copa América dans la lignée, et ben je suis pas sûr que Diego Lugano signe au PSG et que du coup il enterre sa carrière. Il a joué au PSG. Ouais, non, oui, hein, quoi. Bah, Oui, il il a faire des joué. photos, non? Après, c'est parti. Il a joué, on s'est dit que c'était une très bonne idée de récupérer le capitaine de la Céleste et de Fenerbahçe. Et au final, ça a été un immense flop et lui détruit un peu sa carrière à ce moment-là, alors qu'il est censé être à son top. Donc assez triste pour lui. Mais il y a surtout 3 autres joueurs dont on voulait parler, qui sont les 3 stars a posteriori de cette équipe, et dont 2 notamment à ce moment-là, que sont Diego Forlan, Edinson Cavani et Luis Suarez. Tiens, on va commencer par Diego Forlan. Le joueur de l'Atlético à l'époque, du coup, qui réussit, donc on l'a dit, cette Coupe du Monde absolument incroyable en étant meilleur joueur et meilleur buteur. Et la conséquence de ça, c'est que à la fin de cette Coupe du Monde, l'Inter sort le petit chéquier. C'est 1 an plus tard. C'est un an plus tard. En fait, il fait encore une saison à l'Atlético qui est un peu moins bonne, parce qu'il sort vraiment de 2 saisons à plus de 30 buts, très très costaud. Il gagne la Ligue Europa. Ouais, avec Radamel Falcao. Et je crois qu'il part libre à l'Inter en ça, 2011. ouais. Et pour le coup, l'Inter se dit 1 an après la Coupe du Monde, tiens, c'est le bon moment. Et en fait, un petit peu ce qui a accompagné la carrière de Diego Forlan, les grands clubs ne sont pas faits pour lui, l'Inter ni Manchester. Il est plus fait comme un Atlético en Renaissance ou un Villarreal. Et donc il échoue complètement à l'Inter. C'est son dernier club, il finit sa carrière après 1 seule ou 2 saisons à l'Inter. Et finalement, les adieux sont assez tristes. Mais en tout cas c'est clair que s'il n'y a pas cette Coupe du Monde 2010 complètement folle où il est le meilleur joueur, le meilleur buteur, peut-être que l'Inter va pas le chercher, peut-être qu'il finit à l'Atlético et qu'au moins ses adieux sont plus beaux. Bon, il y a un autre joueur, l'autre star à ce moment-là de l'équipe d'Uruguay, c'est Luis Suarez, qui lui aussi sort une Coupe du Monde très solide avec 3 buts et 2 passes. À ce moment-là, il sort d'une saison à 55 buts, je le répète, toutes compétitions confondues, Ajax et Uruguay cumulés. Et 6 mois après, au mois de janvier, il va signer pour Liverpool. La question c'est pourquoi est-ce qu'il signe que 6 mois après, alors que vu la Coupe du Monde qu'il fait et vu les saisons qu'il avait déjà fait avec Alors l'Ajax. moi j'ai la réponse, c'est juste que Fernando Torres est vendu à ce mercato d'hiver pour 50 millions de livres. Ouais, je sais. Non, à mais Chelsea. moi, je te parle pas forcément de Liverpool. Il y a d'autres clubs qui auraient pu aller chercher Luis Suarez à ce Ah moment-là. bah oui, je pense qu'il y en a plutôt beaucoup qui se mordent les doigts de ne pas avoir été le chercher. Il y a un immense what if sur Luis Suarez et sur sa carrière, mais en tout cas, lui aussi, ça va avoir un impact extrêmement important. Le 3e joueur, enfin 4e joueur du côté uruguayen qui est ultra impacté par cette super Coupe du Monde 2010 pour l'Uruguay, c'est Edinson Cavani. Qui va signer à Naples. Ouais, qui va signer à Naples en provenance de Palerme. Il sort de 2 saisons solides à 15 buts. À ce moment-là, c'est pas encore un numéro 9 complètement établi, on a souvent tendance à le mettre sur le côté. Ce qui est assez marrant, c'est que Il joue avec Pastore à Palerme. Il joue avec Pastore, il joue avec Ezequiel Lavezzi, qui va aussi lui aussi signer à Naples. Je pense qu'il joue aussi avec Federico Balzaretti, Fabrizio Micoli. Donc non, c'est une très très belle équipe de Naples. Je me demande si c'est pas la saison où Naples accroche l'Europa League d'ailleurs. Ou le Palerme accroche l'Europa League, pardon. Qui est peut-être encore d'ailleurs la Coupe de l'UEFA à ce moment-là. Mais bref, Edinson Cavani, lui, pour le coup, contrairement à ses 3 compatriotes, lui, il signe vraiment dans la foulée de la Coupe du Monde. Naples a vu les performances en Serie A avec Palerme de Cavani et est pleinement convaincu après cette Coupe du Monde où Edinson Cavani s'impose comme un titulaire indiscutable de la Céleste et il va signer à Naples. Et là, évidemment, sa carrière prend une tournure complètement différente parce qu'il explose littéralement à Naples. Il devient quasi un demi-dieu pendant ses saisons à Naples.
avant de signer au PSG, où il devient aussi, en tout cas pour les supporters, un quasi demi-dieu. Voilà, t'as tout dit. Je savais pas quoi rajouter d'autre, donc je te laisse enchaîner. Je vais te lancer sur un joueur ghanéen, Ouais. qui est ultra impacté par cette Coupe du Monde, et notamment par son penalty raté. C'est Asamoah Gyan. Il faut préciser que Asamoah Gyan est élu dans le 11 de la Coupe du Monde. Oui. Et qu'il est dans Qui les termine à 3 buts. Ouais. Et il est dans les 23 du Ballon d'Or à la fin de saison. C'est fou. C'est absolument dingue. Pour un joueur du Stade Rennais, surtout. Pour un joueur du Stade Rennais. Et d'ailleurs, il part de Rennes après la Coupe du Monde. Ouais. Mais voilà, donc ça situe un petit peu le niveau de performance d'Asamoah Gyan sur cette année 2010. Mais les conséquences pour sa carrière sont assez désastreuses après. Parce qu'à ce moment-là, il a 24 ans. Ouais. Donc il a encore une très belle carrière à faire. C'est un mec qui a confirmé qu'il était un très bon espoir du côté de Rennes et avec cette Coupe du Monde 2010. Et on se dit, putain, l'Afrique vient de trouver peut-être un successeur à Eto'o ou Drogba. Alors peut-être pas dans la même mesure. Une des questions qui se pose, non, justement, il légalise pas. Mais s'il avait marqué ce penalty, il aurait égalisé le nombre de buts de Roger Mila en Coupe du Monde. Qui est le record pour un joueur africain. Je suis pas en train de dire que Asamoah Gyan et Roger Mila ont le même niveau, mais voilà, ça situe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait été dans l'histoire du football africain pour toujours, puisqu'il aurait égalisé Asamoah Gyan en Coupe du Monde. Donc, Roger Mila en Coupe du Monde. Donc ça situe un petit peu la frustration de ce penalty. Et puis après, il a eu une carrière qui. C'est le moment où on se dit qu'il peut passer une étape. Il signe à Sunderland, qui est une équipe de première ligue à l'époque. Mais après, quand on regarde le reste de sa carrière, Al Ain au Qatar, aux Émirats, Shanghai, il retourne à Al Ahly, ensuite Kayserispor. Ensuite, il est parti en Inde et puis il a fini par prendre sa retraite l'année dernière en retournant au Ghana. D'accord. Et ben voilà, c'est une superbe carrière. Voilà. Il a quand même 109 sélections sélections. Ouais. Avec le Ghana, mais effectivement sa carrière est d'une tristesse. Après Rennes, Sunderland il fait pas une super saison et puis derrière ses choix de carrière sont assez terribles. Ouais. Mais quand même, putain, j'avais pas vu les stats, mais 109 matchs et 51 buts en sélection, c'est très solide. C'est comme Thierry Henry. C'est très solide et c'est à la fois très bizarre parce qu'il est resté une star de cette équipe pendant un petit bout de temps, mais après... même à un moment où en club il n'était plus très performant ou en tout cas pas dans des championnats majeurs, mais c'est resté une star alors que par contre il vit une post-Coupe du Monde assez affreuse avec des menaces de mort au pays. C'est pas des menaces de mort, c'est qu'il y a eu une histoire mais complètement dingue de sorcellerie, de magie noire. En fait, il y avait un rappeur ghanéen assez connu qui avait disparu. Et il s'est avéré que la dernière fois où on avait vu ce rappeur et sa femme, du coup, qui ont disparu tous les deux, c'était dans la maison de vacances d'Asamoah Gyan. Et visiblement, il a été accusé plusieurs fois d'avoir eu un recours à de la magie noire et donc sacrifier ces deux personnes pour gagner plus d'argent. C'était ça la raison. Et ça avait fait un énorme scandale ensuite au Ghana. Et à tel point que lors d'une conférence de presse, un journaliste lui a demandé est-ce que vous avez recours à la magie noire ? Il a pété un câble, il s'est levé, il a été casser la gueule de l'arbitre. Enfin, il a essayé d'aller casser la gueule de l'arbitre. Du journaliste, ouais. Avant d'être séparé par les autres journalistes, justement. Et il s'avère que quelques jours après, le moment où le Ghana jouait, parce que du coup, pendant cette conférence de presse, le Ghana jouait quelques jours après, ce même journaliste allait chercher son accréditation. Et c'est le frère d'Asamoah Gyan qui est arrivé avec une bande de potes. Ils lui ont cassé la gueule à tel point que le mec a failli mourir. Et s'ils n'avaient pas été séparés, je pense que cette personne serait morte. Et aujourd'hui, le frère d'Asamoah Gyan est encore en prison. Ouais, alors c'est complètement tragique, c'est dramatique et c'est complètement fou. Bon, après c'est difficile d'établir un lien de cause à effet entre la Coupe du Monde 2010, mais en tout cas ça le met lui effectivement dans une situation, un rapport avec le peuple ghanéen qui est compliqué parce qu'à la fois c'est la star et il restera la star et il est adulé au pays, mais il y a un vrai côté aussi menace de mort qui lui l'a peut-être aussi fait disjoncter et peut-être que ça explique, bon, c'est assez très difficile à établir un lien de cause à effet, mais peut-être que ça explique aussi toutes ces dérives ensuite et ces moments assez fous. En tout cas ce qui est réel, c'est que sa carrière sportive, alors qu'elle est censée être complètement lancée au plus haut niveau ensuite, elle périclite dans tous les sens et en plus ça rejaillit complètement sur le côté hors sportif qui est dramatique. Bon écoute, on a fait Asamoah Gyan, moi il y a un autre joueur dont je voulais vous parler. Parce qu'on parle d'Asamoah Gyan comme étant le maudit parce qu'effectivement il rate son penalty. Et il y a un autre joueur qui se prend un coup de karma terrible. C'est Dominique Adilla. Donc je répète, Ballon d'Or, meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 2009 remporté par le Ghana un an plus tôt. Je ne remettrai pas de cette appellation Ballon d'Or pour la Coupe du Monde. Il est remplaçant
avec le Ghana, mais c'est une pépite. Il appartient à ce moment-là à l'AC Milan. Il a 19 ans. L'AC Milan l'a acheté pour 1,7 million. Il a encore jamais joué en pro avec Milan, mais le Ghana compte sur lui. Milan aussi. Il fait la Coupe du Monde 2010 en tant que remplaçant. Il rentre. C'est lui qui fait cette tête contre Suarez qui est arrêté par Suarez. Donc il aurait pu être le héros avant même Gian si Suarez ne met pas la tête. Finalement Suarez met la tête. Gian, on l'a dit, rate son penalty. Et c'est Adia qui rate le dernier penalty pour le Ghana avant qu'Abreu envoie l'Uruguay. Donc lui, il prend un coup de karma où il est censé passer du héros avec cette tête, où il passe du paria parce qu'il rate son penalty. Et derrière, lui, sa carrière, lui, il n'y aura même pas eu de top. Il joue pas un match en pro à Milan. Il est prêté, puis je ne sais même pas si c'est vendu, je pense qu'il est cédé. Et c'est catastrophique, puisque ensuite il a une carrière complètement anonyme. Je crois qu'il est parti jouer à l'Arsenal Kiev en D2 ou en D1 ukrainienne. Et aujourd'hui, il a 32 ans, donc il n'est pas vieux. Et c'est un complet anonyme qui joue dans le championnat thaïlandais. Oui, le fameux championnat thaïlandais. Voilà. Donc une carrière qui, alors je pense aussi que finalement ses qualités soit physiques, soit mentales, soit techniques n'étaient peut-être pas au niveau. En tout cas, il y a quelque chose qui explique peut-être au-delà de cette Coupe du Monde 2010, mais cette Coupe du Monde 2010 où il passe de héros à loser, de héros à paria, a dû avoir un impact ultra négatif sur la carrière d'un jeune joueur talentueux de 19 ans. C'est horrible parce qu'on parle d'un joueur que personne ne connaît en fait. C'est exactement. Alors qu'on aurait pu entendre parler de lui pendant... S'il marque ce but à la 120e minute de la quart de finale de Coupe du Monde contre l'Uruguay, je pense qu'on s'en rappellera un peu plus. Exactement. Bon, puisqu'on parle de joueurs, c'est un peu l'avant-dernier ici Suarez n'avait pas mis la main. On va parler de Suarez. Parce que Suarez, je vais clore le débat tout de suite à mon avis, Val, sauf si t'es pas d'accord avec moi. Sa carrière, elle est plus ou moins la même. Il signe 6 mois après à Liverpool, qui est probablement motivé par sa Coupe du Monde très réussie 6 mois plus tôt avec l'Uruguay, mais avec l'Ajax c'est déjà très solide et on sait qu'il va partir dans un très grand club. C'est un immense joueur, hein. Je pense que sur la décennie 2010, il y a peu de joueurs qui peuvent le concurrencer sur la régularité au plus haut niveau. Je pense que c'est un des 5 meilleurs joueurs de la décennie 2010 peut-être, si on peut pas le mettre un petit peu plus haut. Il y a un truc qu'on peut pas contester, c'est sa carrière sportive. En revanche, il y a un truc sur lequel on peut revenir, c'est l'histoire de Luis Suarez, comment il est perçu aujourd'hui. Sur ce point-là, je veux plus m'attarder, effectivement. Ouais. Moi, j'adore. Ce geste-là, je le trouve incroyable. Moi, je suis un immense fan de Luis Suarez parce que vous connaissez mon lien avec le club qui joue en rouge du côté de la Mersey. J'adore Luis Suarez et il m'a procuré des sensations. Il a failli quasiment à lui tout seul avec Steven Gerrard apporter un titre à Liverpool. Il a fait renaître un espoir à une époque où c'était très compliqué à Liverpool. Donc voilà, mais sur le geste, le geste de la main, il est absolument incroyable. Alors autant sa morsure sur Chiellini, c'est morsure parce qu'il y en a eu d'autres. C'est morsure. Chiellini, Ivanovic, et il y en avait déjà une, je crois, du côté de l'Ajax. Ouais, et puis ces petits trucs négro, Evra et tout, c'est pas terrible. Ouais. Mais ce geste-là, moi, je t'ai dit, je le trouve incroyable parce que c'est le niveau de tricherie peut-être à son paroxysme, mais assumé, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement assumé, c'est fait exprès. C'est genre le résultat final du match rend le truc encore plus incroyable parce que s'il le fait qu'ils sont éliminés, peut-être qu'on se rappelle moins. Mais là, il se sacrifie littéralement pour sa nation avec un geste que tu peux même pas imaginer. Et je sais pas, moi je trouve ça magnifique. Donc sur cet aspect-là, il marque des points beaucoup plus que sur ses autres péripéties. Tu as employé le mot. Pour moi, c'est bien plus un sacrifice qu'une tricherie. Parce que la tricherie, c'est la main de Thierry Henry contre l'Irlande, ou la main de Dieu, celle de Diego Maradona. Et encore, gestes qui peuvent être considérés, et moi je le considère comme un geste fantastique, mais peu importe. Où là, l'arbitre ne le voit pas et du coup, il n'y a pas de sanction. En revanche, là, Luis Suarez, quand il fait le geste, il conteste pas, évidemment. Enfin, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien que l'arbitre va lui mettre un rouge. Il sait très bien qu'il s'est sacrifié pour une éventuelle demi-finale. Même si à ce moment-là, il se dit peut-être qu'avec le penalty, il y a peu de chances que de toute façon, il voit les demi-finales. Enfin, que en tout cas, sa sélection les voit. Mais, enfin, moi, je trouve ce côté-là sacrifice. Alors, il y avait une immense division sur le côté. Est-ce que c'est un manque de fair play ou est-ce que c'est un sacrifice ? En fait, pour moi, c'est évidemment un sacrifice. Parce qu'il se pénalise lui en premier lieu. Mais si vous êtes supporter du Ghana, évidemment, vous ne l'avez jamais digéré. Ou même si vous étiez sympathisant du Ghana sur ce match-là. Par contre, si vous étiez sympathisant ou surtout supporter uruguayen, c'est le sacrifice pour l'équipe est patriotique intégral. Mais même le manque de fair play, en fait, à vrai dire,
c'est le principe de la triche, quoi. Non, mais- C'est même pas, en fait, c'est même pas de la triche, c'est juste le non-respect d'une règle, quoi. Même Et c'est- Samoa Gyan l'a dit. Ouais. Il a dit le fautif Ah, mais dans tu toute poses cette la- histoire, ce n'est ni Suarez, ni l'arbitre, qui Suarez, il fait cette main, il sauve son pays, l'arbitre sanctionne Suarez logiquement, donc il n'y a aucune contestation. Le seul qui est fautif dans cette histoire, en fait, c'est Gyan qui ne met pas son penalty. C'est la seule personne qui peut s'en prendre à quelque chose. Enfin, c'est la seule personne qui est fautif et c'est Et terrible. je pour lui pense que parce si tu poses la question à n'importe quel Ghanéen, est-ce qu'ils auraient fait ça à leur place, à la place de Suarez Mais évidemment que oui. C'est sûr que c'est ça. Évidemment Mais, que oui. Alors, j'avais vu une interview passée de plusieurs années ensuite de Abedi Pelé qui avait dit que le but aurait dû accepter parce que c'était une valeur d'anti-jeu. Vraiment anti-jeu parce que le ballon était passé. Un petit peu comme on considère, tu sais, une faute anti-sportive par exemple au basket, où on donne tout de suite un lancer franc ou alors un contre en phase descendante où on accorde quand même le panier. Mais bon, honnêtement, voilà, les règles du foot sont celles-ci. C'est un sacrifice. Il se sacrifie pour son pays, pour sa sélection et avec réussite. Donc, voilà, le seul fautif, et c'est juste fautif sportivement, ça arrive de rater un penalty, c'est à Samoa Gyan. Par contre au Ghana, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à s'en remettre de ce côté, on appelait ça la main du diable en opposition à la main de Dieu. Et alors je crois que c'est Mensah, donc John Mensah, celui de Lyon, qui a dû filer en Angleterre après, d'ailleurs je crois à Sunderland. Il va être content, tiens. Et qui quand il croisait Suarez voulait le démolir, à tel point qu'il prend un rouge sur un Sunderland Liverpool en faisant une faute sur Suarez. Donc voilà, il y a des joueurs qui ne s'en sont jamais remis, et je crois que John Mensah a dit dans une interview qu'il avait vraiment mis quasiment 10 ans à pardonner à Luis Suarez. Donc après, honnêtement, côté ghanéen, je peux comprendre le traumatisme. Ouais, en fait, nous on regarde ça avec des yeux impartials, mais si tu te mets dans la peau d'un Ghanéen, c'est quand même assez compliqué à vivre, quoi. Mais c'est aussi, selon moi, ce qui fait un petit peu la légende de Luis Suarez, c'est-à-dire que tu t'en rappelleras aussi comme un joueur qui était toujours à la limite, Dans voire tout. même dans ce qu'il faisait, mais ouais, c'est comme ça que tu construis aussi une identité. Et voilà, moi c'est comme ça. Moi j'aime bien, enfin j'adore le joueur qui est absolument incroyable. J'aime bien aussi ce type de caractère là, les mecs qui sont vraiment tout le temps à la limite. Alors quand il la dépasse, La définition de la grinta sud-américaine. voilà. Mais quand il la dépasse, après c'est plus compliqué. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de joueur. Ouais, qui sort un peu des lignes, qui peut parfois être dans l'excès, et il faut sanctionner quand il est dans l'excès, mais évidemment il y a ce côté, puis en plus Il a été sanctionné, il a d'ailleurs. une histoire particulière d'orphelin, qui a grandi dans les faubourgs de Montevideo, donc il a aussi lui une histoire très particulière et des blessures profondes qui font qu'il en est là. Avant de clôturer Val ce what if, juste la dernière question qui peut se poser, si Suarez n'arrête pas le ballon d'Adia et que le Ghana file en demi-finale, où s'arrête le Ghana et quel est l'impact sur le foot ghanéen et surtout sur le foot africain? Là encore, on va être dans la supposition de qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais je sais pas, j'ai du mal à envisager, d'ailleurs comme l'Uruguay l'a fait, le Ghana aller plus loin qu'une potentielle demi-finale, parce que les Pays-Bas étaient, selon moi, un petit peu au-dessus sur cette Coupe du Monde-là. Mais tu as des conséquences qui sont absolument incroyables pour le football africain. Jamais une équipe africaine n'a réussi à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc déjà, rien que pour ça, tu rentres dans l'histoire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le Ghana, bon, effectivement, moi, d'un point de vue sportif, je te rejoins. Je pense qu'ils avaient encore moins les armes que l'Uruguay d'embêter les Pays-Bas, voire l'Allemagne dans une 3e place. Donc je pense que l'impact aurait été moins fort. Par contre, peut-être que ça leur aurait permis de donner une confiance, un corps supplémentaire de faire une demi-finale pour faire mieux dans les saisons suivantes, et notamment avec la CAN, puisqu'ils vont enchaîner 3 demi, 2012, 2013, 2017, et une finale encore perdue en 2015 contre la Côte d'Ivoire cette fois-ci. En 2014, ils vont se qualifier à la Coupe du Monde, ils vont être éliminés en phase de poule. Je me dis peut-être, j'en suis pas sûr, c'est une supposition, que s'ils font demi-finale en 2010, s'il n'y a pas ce drame qui touche beaucoup de joueurs, peut-être que la sélection prend encore plus confiance, elle n'a pas vécu un traumatisme, et que par contre, peut-être que la CAN 2015 qu'elle perd en finale contre la Côte d'Ivoire, ou celle en 2012 où elle se fait sortir en demi, peut-être que finalement ils vont au bout à ce moment-là. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est que t'as cette performance qui est incroyable, d'arriver en quart de finale de Coupe du Monde, mais qui est aussi un traumatisme. C'est le paradoxe, parce que normalement ils doivent la gagner. Enfin, ils doivent gagner ce match en tout cas. Et donc je pense que c'est difficilement vécu. Je sais pas, au pays, je pense que ça doit être un sentiment un peu paradoxal de dire on a quand même réussi à faire une des plus grandes performances de l'histoire du football africain,
mais à la fois on a vécu peut-être un des plus grands traumatismes grands traumatismes de l'histoire du foot, quoi. Donc je pense que ça doit être assez mitigé, et en effet si t'as pas cette main, peut-être que les conséquences sont moins fortes, et peut-être que tu construis quelque chose de différent autour de cette équipe et de cette sélection. Donc ouais, t'as raison, ça se trouve les conséquences auraient été peut-être encore mieux pour le football ghanéen ensuite sur la CAN, notamment sur les différentes CAN qu'ils ont joué. Et puis sur le football africain, parce que ça aurait mis le football africain, ça aurait été la première fois, on le disait, qu'une équipe africaine aurait été en demi-finale, dans la première et seule à ce jour Coupe du Monde se déroulant sur le sol africain. Ouais, donc, ça aurait l'histoire aurait été magnifique. Ça aurait pu crédibiliser aujourd'hui. On sait par exemple qu'il y a une grosse polémique. Il y a eu une polémique en ce moment là parce que les phases de qualification de la CAN ont fait que par exemple le Sénégal et l'Égypte se sont affrontés en barrage. Le Cameroun et l'Algérie. Ce qui fait que si on regarde un petit peu les participants à la Coupe du Monde, il y a 5 équipes africaines, 14 ou 16 équipes européennes, je ne sais plus exactement, alors qu'ils ont le même nombre de nations. Il y a le même nombre de pays en Afrique, à la CAF et à l'UEFA, il y a autant de nations qui sont inscrites. Autant de nations africaines qu'européennes, et pourtant il y a beaucoup moins de place. Il y a 3 fois moins de place. Donc c'est peut-être ce genre de truc aussi qui aura donné de la crédibilité au football africain et qui leur a permis de se valoriser sur des compétitions comme la Coupe du Monde. Quand on voit par exemple que l'Amérique du Sud a 5 participants aussi, 4 plus 1 potentiel. Pour beaucoup moins de pays. Pour 10 pays. C'est incroyable de se dire que y a peut-être un peu de favoritisme qui est fait. Donc voilà, en fait, Gianni Infantino, c'est pour ça qu'il veut faire des Coupes du Monde à 48. C'est uniquement pour donner de la visibilité à l'Afrique. Ah ouais. Bah écoute, moi c'est bien. Il faut plus d'équipes africaines, et effectivement je suis d'accord avec toi. J'y avais pas forcément pensé, mais peut-être que cette demi-finale du Ghana, voire mieux si Suarez n'avait pas mis la main, aurait pu permettre au football africain, au-delà même du Ghana, de la sélection ghanéenne, de faire progresser encore plus le foot africain, et qu'il soit plus considéré. Bah ouais. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de monde a vibré aussi devant les performances de Sadio Mané, du Sénégal, de l'Égypte, etc. pendant la CAN là, parce que c'est un football qui est vraiment sympathique à regarder. En vrai, c'est incroyable, et c'est des sélections qui jouissent d'une popularité assez forte dans les grandes compétitions, parce qu'on a envie que justement ça permette de développer aussi le football et tout ce que ça représente aussi derrière, parce que c'est pas seulement du foot. Avoir de la visibilité et réussir des bonnes performances en Coupe du Monde, on sait que ça permet plein d'autres choses, que ce soit au niveau social, de l'éducation, économique, etc. Donc voilà, ça va beaucoup plus loin que le football, et ça aurait été ça aurait ouvert beaucoup de portes. Ça aurait ouvert des portes complètement. Écoute, Val, je crois qu'on a terminé pour ce what if. Et si Suarez ne s'était pas pris pour Ervin Ngapet à la Coupe du Monde 2010. on va le renommer comme ça. Ouais, bah écoute, on va taguer Ervin, on va taguer Ervin Ngapet. Et puis on espère surtout, pourquoi pas, que cette année, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une sélection africaine puisse marquer l'histoire à la même hauteur, voire plus que le Ghana. Parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais le Ghana avec ce traumatisme est quand même aussi rentré dans les cœurs des supporters de foot, pas forcément africains. Parce que voilà, quand on voit un traumatisme comme ça se passer, forcément, on a forcément une compassion énorme. Ouais, c'est sûr. Voilà, on a fini pour ce what if très riche. On se retrouve très très bientôt sur 11e art avec tout plein de nouveaux formats. On va bientôt avoir évidemment, comme toutes les 2 semaines, un nouvel épisode de Poteau Carré. Ouais. Et puis il me semble qu'on va avoir une interview très sympa. Une interview fleuve, grand format. Ouais, mais là, fleuve, on est même pas sur la scène, quoi. On est sur l'Amazon, quoi. Exactement. En termes de débit et de on est allé très très loin. On avait papoté avec Chérif Guémour, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien journaliste de SoFoot, enfin qui est un journaliste de SoFoot d'ailleurs, qui était ancien de l'After, qui était à l'After, exactement, et qui est un puits de science. Exactement, un puits de football. Et on a papoté pendant très longtemps avec lui on a parlé de foot et de musique, on a parlé de rock, on a parlé de plein de trucs absolument passionnants. Donc je vous invite à aller écouter La Grande Surface qui va paraître très bientôt sur 11e art. Très bien, et bien à bientôt. Ouais, allez, à plus tard. On va déguster la fin de Liège-Bastogne-Liège. Ouais, allons-y. Allez, la bise.